vous retrouver sur ce plateau dans Lady vous écoute. Deux invités qui ont accepté notre invitation. Nous allons un tout petit peu parler de la double nationalité et puis de ce qu'il y a autour de cette thématique-là, de la francophonie aussi, parce que quand on vient de par là-bas, du continent, suivez mon regard, on a aussi des choses à exprimer. Nous allons ensemble les recevoir. Merci à Mireille Mouélé d'être venue nous voir, Madame la Présidente. Je vous remercie. Vous êtes la présidente du Conseil international et représentatif des binationaux francophones et francophiles. Tout un programme, madame. Et avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation, c'est Aurélie Gassot, bonjour. Bonjour. Vous êtes intervenante de la sécurité routière et vous êtes par ailleurs concernée d'une certaine manière, ou au moins par procuration, par la double nationalité. Vous nous donnerez votre point de vue. Je voudrais vous laisser nous parler de cet organisme qui a un intitulé grand comme le kilomètre. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est un organisme qui est international et qui entend œuvrer à... Oui. Œuvrer à la promotion des binationaux francophones et francophiles, oui. Parce que nous parlons beaucoup de francophonie et de francophiles, mais nous parlons peu de francophones, mais nous parlons peu de francophiles. On se voit à l'exemple de la communauté algérienne, juive ou encore chinoise, oui. Qui sont francophiles et qui ont aussi leur statut. Et c'est une association qui est à la fois universelle, humaniste et fraternelle et aussi économique et qui est axée pour le développement économique, culturel ou toute mission de compétences. Alors, de ce que vous nous présentez là, et merci pour ces premières précisions, j'ai tiré le fil de la binationalité parce que c'est peut-être là que quelqu'un va se positionner pour rentrer dans le reste. Est-ce qu'on peut vous parler de nuances entre francophone et francophile? En effet, pas grand monde ne fait cette nuance. Chacun fait usage de la langue qu'il peut parler pour pouvoir communiquer avec autrui, sans s'embarrasser finalement de considérations institutionnelles. On parle français, on parle français, on ne se dit pas est-ce que je suis francophone, est-ce que je suis francophile? À votre avis? C'est vrai qu'on ne se pose pas vraiment la question, mais les francophones, c'est ceux dont la langue française est la langue d'État. Oui. Et les francophiles sont ceux qui parlent le français, mais la langue française n'est pas la langue d'État. Mais est-ce que c'est aussi solennel, pensez-vous, pour chaque individu, finalement? Certes, il y a ce que vous expliquez, et qui est réel, mais dans le vécu, dans le quotidien, la nuance, finalement, elle passe un peu à la trappe, non? Oui, c'est sûr que sur le terme francophone, francophile, d'un point de vue de l'organisme, de l'association dont préside Madame Mouélé, oui. C'est important la nuance parce que les interventions au niveau des États ne seront pas tout à fait les mêmes. Alors, cela concerne, d'après les objectifs de votre association, est-ce que cela cible les États ou les individus à qui Cela cible les individus, oui. Et quand on œuvre pour leurs compétences, ça cible les États. Et c'est pour ça qu'il y a effectivement cette nuance entre francophonie et francophilie. Alors, lorsque vous parliez de la communauté juive, de la communauté asiatique, qui en effet font aussi usage du français, est-ce que vous pensez qu'il est possible de fédérer les individus autour de l'usage de la langue, par exemple, et faire abstraction d'autres aspérités par lesquelles eux-mêmes se définissent? C'est l'objectif. C'est l'objectif commun parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de diasporas, franco-tel pays, qui œuvrent chacune de leur pardonnez-moi, les mots m'échappent, qui œuvrent seules. Oui. Et l'objectif de cette association est essayer de fédérer au maximum certaines de ces diasporas. Donc au sein de cette organisation qui est internationale. Et en cela, donc, dans l'évolution de ce qu'on doit faire, on est amené à rencontrer des organisations internationales, à rencontrer des institutionnels et à rencontrer aussi des représentations diplomatiques. Donc ça peut être État, pays, ça peut être privé aussi. Est-ce que vous pensez qu'on peut gommer ce que les individus eux-mêmes considèrent comme étant des différences ou des appartenances, gommer le statut de juif, gommer le statut d'asiatique, de francophone, d'africain, pour ne pas oublier le continent? Est-ce qu'on peut vraiment faire abstraction de cela et amener les gens à se fédérer autour de ce qu'est la francophilie?
gommer, on ne demande pas aux personnes d'être une entité unique. On sait qu'ils communiquent avec une langue dans laquelle ils essayent de se comprendre, bien que les termes peuvent varier d'un pays à l'autre. Oui. Si on prend le terme salle de bain, quand un Québécois emploie salle de bain, il parle des commodités. Quand un Français métropolitain parle de salle de bain, il parle de la baignoire, on va dire. Donc, il y a des différences, mais le plus important, c'est que on veut faire en sorte que la langue de Molière soit l'élément fédérateur. Voilà. Cela ne l'est pas suffisamment, d'après vous, aujourd'hui, sans amener une démarche comme celle-là? Je laisserai le soin à Madame Moulet de répondre. Mireille. Non, mon constat dit que cela ne l'est pas suffisamment et c'est ce pourquoi nous sommes confrontés aujourd'hui à une diminution du français parlé dans certains pays, dans les pays francophones, Oui. mais aussi dans les pays francophiles. Donc à cela, il faut travailler la francophonie avec ces binationaux, mais les binationaux, on ne peut pas forcément s'arrêter au caractère binational sur le critère administratif, puisqu'il y a aussi, vous avez des citoyens qui sont ici en France, qui vivent et qui sont bien intégrés en France, qui utilisent leurs droits civiques et leur citoyenneté et qui sont aussi, qui se considèrent comme des binationaux. Oui. Tout comme le Camerounais n'a plus la double nationalité non aussi. Ça, c'est un fait. Et à cela, c'est qu'en travaillant mettant ces deux statuts ensemble, nous allons essayer effectivement d'installer et de mettre en place des nouveaux process précurseurs de façon à ce que, malgré que, par le fait que ces différentes civilisations aient leur propre identité linguistique, que le français soit le trait d'union. Soit le trait d'union entre tous. Alors, vous avez évoqué le Cameroun tout à l'heure, on reviendra sur ce point-là, vous nous direz pourquoi. Mais la question de la double nationalité, hein, les diasporas, on en parle ça et là. Quel est l'avantage, à votre avis, de faire acquisition de la double nationalité, par exemple? Parce que d'aucuns disent, donc, quand on est parti de son pays d'origine, il faut s'intégrer. Est-ce que cette intégration, à votre avis, justifie de devoir renoncer à telle ou telle nationalité? Quel est votre avis à ce sujet? Pour ma part, pour prendre mon exemple personnel, Oui. je suis franco-ivoirienne. Oui. Bon, peut-être que ça peut choquer certains, mais je vote en France et je vote aussi pour les élections ivoiriennes. Donc la double nationalité, j'y suis attachée parce que en fonction des situations, je sais que je vais pouvoir réagir inconsciemment comme une Française et dans d'autres situations comme une Ivoirienne. Donc j'estime que la double nationalité, comme dirait ma grand-mère, immigrer un jour, immigrer toujours. On a des différences face à ceux qui sont restés sur place, de toutes les façons. Alors vous, en tant que franco-ivoirienne, ayant donc deux nationalités, ayant la possibilité de voter dans les deux pays, comment réagiriez-vous si on vous dit, en Côte d'Ivoire par exemple, il y a une telle personne qui n'est pas ivoirienne seulement, qui vote, et là, est dans son pays d'origine? Est-ce que ça vous choquerait, vous? Non, non, non. À partir du moment où la personne participe à la vie de la cité, à partir du moment où la personne contribue au pays, je ne vois pas pourquoi est-ce que ça devrait être choquant. Le vote des étrangers. Alors, je savais que vous alliez arriver là. Allons-y. Le vote des étrangers. Je ne vais pas dire que j'y suis favorable. Pour ou contre? Sans tourner autour du pot. Êtes-vous pour, êtes-vous contre? Contre. Et pourquoi? Parce qu'il faut aller, effectivement, là, il faut avoir des raisons plus que de résidence sur le territoire. Il faut vraiment, là, être, je ne dirais pas être intégré, parce que, ne serait-ce que pour moi, qui ai des origines au Cameroun, je suis née à Paris, mais je dirais qu'une personne qui... Qu'êtes-vous donc? Parce que vous êtes hésitant, vous dites j'ai des origines au Cameroun, je suis née à Paris. Franco-camerounaise. Mais franco-camerounaise, mais écoutez, quand on parle de double nationalité, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on ne s'arrête pas aux critères administratifs. Parce que moi, la communauté
française me considère comme une Française et la communauté camerounaise me considère comme une Camerounaise. Est-ce que ce qu'elle vous dit vous choque, c'est-à-dire voter ici et là-bas? Non, mais parce qu'elle en a le droit. Et pourtant, elle a une double nationalité. Oui. Mais le vote des étrangers, ce n'est pas une double nationalité. C'est juste de donner à une personne qui est d'un pays tiers le droit de voter sur un territoire dont administrativement il n'appartient pas. Dans lequel il vit cependant, mais dans lequel il vit, voilà. Depuis plus qu'une génération parfois. Tout à fait. Oui. Mais non, moi je ne suis pas favorable. Mais quelqu'un parlait d'acte citoyen tout à l'heure, cette posture citoyenne, hein, je prends, voilà, on est immigré, voilà, le mot veut que quand on parte des pays du Sud, on est immigré et dans l'autre sens on est expatrié, mais enfin peu importe, quand on vit dans un pays, que l'on travaille dans ce pays, qu'on en a de papier ou qu'on n'a pas de papier, mais qu'on est, comment dirais-je, on est un citoyen, est-ce que voilà, la citoyenneté, est-ce qu'elle vient par le document administratif qui autorise à devenir citoyen ou est-ce que c'est de facto, on est là, on vit là, on va que là, on a ses enfants-là, on est impliqué dans son quartier, dans sa commune. Est-ce que c'est une démarche administrative ou est-ce que c'est juste la conséquence du fait d'être sur place? Pour ma part, je dirais les deux sont liés. Parce qu'on peut avoir des personnes qui vivent en France et qui n'ont pas d'acte citoyen, qui ne votent pas, qui ne participent à aucune association, qui vont, je dirais, juste travailler, mais qui n'essayent pas d'œuvrer pour améliorer la vie de la cité. Donc, dans ma vision, être citoyen, c'est aussi participer à l'amélioration du lieu de vie et à la cohésion sociale dans laquelle on a décidé de s'installer. Vous n'êtes donc pas pour le vote des étrangers non plus? Pour le vote des étrangers, ma réponse sera plus nuancée. Alors allons-y, nuançons. Je dirais que pour un vote municipal, oui, étant donné qu'ils payent la taxe d'habitation, les impôts locaux, ma position serait moins tranchée. Par contre, pour le vote national, non. Bon, alors au-delà de la double nationalité, on va revenir à d'où nous sommes partis sur les aspects de la représentativité. Comment faire, parce qu'il y a cette question-là, on voit bien que quand on a son pays de cœur et le pays au sein duquel on vit, c'est l'histoire de toutes les diasporas, c'est d'ailleurs ce qui les caractérise. Comment les fédérer sur quelque chose qui n'est ni leur pays, parce qu'elles ont des pays d'origine différents, si j'ai entendu votre explication, elles vivent dans un pays et elles ont des postures différentes, hein. Vous voilà... Vous êtes binationales toutes les deux, mais vous n'avez pas la même vision, par exemple, sur le vote des étrangers. Comment vous fédérez autour de ce qui devrait vous concilier, cependant? On se fédère sur plusieurs points. On peut se fédérer sur l'aspect économique, sur l'aspect culturel, sur l'aspect linguistique, sur tous les domaines de compétences, en fait. Sachant qu'on ne parle pas qu'une seule langue, là on parle du français, mais souvent ce sont des personnes qui vont avoir la possibilité, la richesse de parler plusieurs langues par ailleurs. Oui, mais en parlant plusieurs langues, où soit la personne veut acquérir les bases du français, soit elle est française, ou la personne a un certain niveau de compétence, mais vient d'un pays tiers, et en rejoignant le groupe, l'organisation, et ben à cela, elle s'initie aussi aux bases du français. Et là, à ce moment-là, oui, il y a une... Mais est-ce que quelque part, vous ne ciblez pas là des personnes qui vont apprendre le français? Souvent, les personnes, quand elles arrivent de leur pays d'origine, elles sont déjà locutrices du français, puisque c'est du français que nous parlons. Pour la majorité, je voudrais dire. Exact. Pour la majorité, elles sont locutrices, mais pour certains cas, certaines, non. Je vais prendre à l'exemple des femmes qu'on dit dites de l'immigration, ou qui sont parfois mis à l'index, qui sont mis dans un statut de fatalisme ou de paupérisation, alors que ces femmes-là, il fallait vraiment aller les consulter au niveau de leur communauté et d'aller chercher effectivement si c'est vraiment le statut qu'elles recherchent. Je ne pense pas, parce que quand elles étaient dans leur pays d'origine, elles s'épanouissaient. Maintenant, il faut trouver aussi un axe ici en France où elles sont maintenant installées. Et dans l'organisation pour laquelle je préside, il y a un axe qui a été trouvé, c'est de enseigner le français à ce groupe de femmes-là à travers un axe qui est la gastronomie. Alors,
Oui, pardonnez-moi de vous interrompre. On va revenir sur ce point-là. Mais avant que de cibler le public des primo-arrivantes, c'est d'elles que vous parlez, majoritairement, les étrangers et donc les étrangères sont des personnes qui sont là depuis fort longtemps, qui donc parlent encore une fois le français avant que de partir de leur pays d'origine, qui quand elles arrivent en France sont déjà locutrices du français. N'est-ce pas la majorité de la population des étrangers? On veut parfois appréhender l'étranger avec sa valise et peut-être une carte pour se diriger et ne parlant pas un mot et s'exprimant avec ses mains pour se faire comprendre. Mais souvent, l'étranger n'est étranger qu'administrativement, mais il vit déjà même dans son pays d'origine comme s'il était en France, par exemple, pour parler de ceux qui arrivent d'Afrique. Bon, déjà, je voulais juste revenir sur un point. Certes, notre vision sur le vote est nuancée. Oui. Cependant, dans toute organisation, il y a un vote. Et donc, si la majorité de la structure estime que c'est pas un droit à accorder pour les étrangers de devoir voter, que ce soit du point de vue municipal ou national, je me plierai à la majorité. Après, en ce qui concerne mon domaine de compétence, pour en revenir aussi aux étrangers, très important, c'est de faire passer l'information que quand on est étudiant, par rapport à certains accords diplomatiques, on a la possibilité de conduire avec son permis d'origine. Malheureusement, une fois qu'on change de statut, si on n'a pas inclus dans le dossier le permis, on doit recommencer à zéro. Donc ça, c'est le premier point. Et les ambassades, les diplomates, j'aimerais qu'ils diffusent mieux l'information parce que l'étudiant qui a fait 5 ans et qui a eu son master ou son diplôme d'ingénieur et puis qui conduisait déjà et du jour au lendemain on lui dit ben non, il faut repasser le permis, il faut tout recommencer. Je défie même ceux qui ont passé leur permis en France de ne serait-ce faire une série de codes aujourd'hui. Sans oublier la question des finances. Sans oublier la question des finances, moyennant, en fait, en fonction des régions, parce que si on est à Béziers, en métropole, c'est 35 € l'heure de conduite. Maintenant, si on est en Île-de-France, ça peut monter jusqu'à 60 € l'heure de conduite. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour la diaspora qui parfois ne s'implique pas assez dans la vie, je trouve, bon c'est ma vision peut-être erronée, mais ne s'implique pas assez dans la vie de l'école, oui. Par exemple en termes de délégués de parents d'élèves. Dans mon domaine, donc tout ce qui est le permis de conduire, vous avez des lois qui sont passées. Donc tous les enfants qui sont nés après 1989 ont l'obligation d'avoir réussi l'attestation de sécurité routière. Un diplôme qui peut paraître banal, mais qui est exigé avec la journée d'appel pour ceux qui sont français, pour passer simplement l'examen de code ou même s'inscrire à l'auto-école. Oui. Donc si l'enfant n'a pas réussi en 5e cet examen, il a la possibilité de le refaire en 3e. S'il n'a pas réussi en 3e, déjà ça va coûter 90 €. Ensuite les places sont limitées. Seul le Greta est agréé et le Greta a peut-être environ 50 places pour 100 personnes, dont le Greta de Paris d'ailleurs a des grosses difficultés pour justement faire passer la SSR à tous ces jeunes qui ne l'ont pas réussi. Alors pour qu'on comprenne mieux, qu'est-ce que c'est que le Greta ? Le Greta, c'est un organisme comme l'AFPA qui fait des formations professionnelles et c'est l'institution qui a reçu l'agrément préfectoral pour pouvoir faire passer l'attestation de sécurité routière qui normalement aurait dû être obtenue en 5e ou en 3e. Voilà. Alors, en effet, et merci de soulever cet exemple-là, parce que la réalité de la binationalité, c'est aussi des cas concrets. Là, on parle du permis de conduire. Il y a d'autres aspects. Il y a la question des passeports, par exemple, pour voyager. Tout le monde, parfois, enfin, tout le monde, ceux qui ont la double nationalité, parfois, ont de belles surprises au moment de devoir partir. Ils se rendent compte que ce qui était censé être un avantage, tout d'un coup, peut devenir une difficulté. On n'est pas content de devoir prendre un visa pour aller dans son pays d'origine. Mais oui, mais... C'est pour ça que certains savent jouer habilement de la double nationalité et parfois repartent dans leur pays d'origine avec leur passeport. Est-ce que c'est fair play de procéder ainsi d'ailleurs, ou pas ? Est-ce que c'est cela que ça induit, la double nationalité, que de pouvoir dégainer tel ou tel passeport en fonction des situations ? Ou est-ce que quelque part, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire ? Je vous répondrai par ceci. Est-ce que c'est fair play qu'une compagnie aérienne française ait, à un moment donné,
mis à la vente des billets un peu ethniques. C'est-à-dire? Vous êtes de tel pays, donc la tarification du billet d'avion vers votre pays est moins élevée que si vous étiez... En fait, pour les ressortissants d'un pays, ils ont un meilleur tarif que pour les étrangers alors dans ce pays-là, toutes destinations confondues. En tout cas, je le connaissais pour le continent africain. Oui, pour le continent africain, oui. Nous sommes toujours sur la double nationalité en question avec les merveilles que cela peut, les surprises en tout cas que cela peut présenter pour tel ou tel cas de figure. Alors avant que d'aller de l'avant, j'aimerais bien qu'on revienne sur la question du permis de conduire. Quel intérêt y a-t-il lorsqu'on a donc pu passer cet examen que vous avez évoqué, soit en classe de 5e ou en classe de 3e, lorsqu'on se présente pour s'inscrire au permis de conduire, est-ce qu'on a un avantage si on ne l'a pas fait, si on compare cette situation à celui qui n'a pas été scolarisé en France par exemple justement? Celui qui n'a pas été scolarisé en France, s'il est né après 1989, il peut tout simplement pas s'inscrire à l'auto-école. Du tout? Du tout, c'est la raison pour laquelle la loi Macron voulait modifier l'accessibilité au permis, parce que pour l'instant, les auto-écoles ont un fort monopole. On n'a pas le droit de s'inscrire pour apprendre à conduire? Pour toutes les personnes nées après 89. Qui ne détiennent pas la SSR. Oui, non, né après 89, mais... si vous êtes né avant 89, il n'y a pas de problème. Vous parlez pour les personnes qui vivent en France. Imaginez, quelqu'un arrive du pôle Nord, il est né après 89, il faut qu'il fasse la SSR, l'attestation de sécurité routière. Il le fait à l'auto-école? Non. Il le fait où? Au Greta. À combien? 90 € en moyenne. Quand on veut son permis de conduire, je peux vous dire que 90 €, on est prêt à les payer. Oui, mais bon, on voit quand même une différence entre les pays frontaliers. Ça va du simple au double. Quand vous allez en Belgique, en Espagne, ça revient à moins de 1 000 €. La communauté européenne ne s'est pas elle-même encore fédérée sur cet aspect-là. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Alors, je ne pourrais pas le dire de façon globale, parce que par exemple pour les infractionnistes qui arrivaient parfois sur les routes françaises d'Allemagne ou d'Espagne aujourd'hui ne peuvent plus commettre des infractions sans avoir un retour sur leur permis. Si on est pris, on est pris. Oui, là, de ce côté-là, oui. Alors, un dernier point sur la question du permis de conduire avant de parler du passeport. Sur le permis de conduire, est-ce que le fait que certains pays, enfin on revient avec un permis d'un pays étranger, il y a une catégorie de pays dont les permis de conduire ne sont pas reconnus comme étant valables au regard de ce qu'il y aurait des potentielles fraudes là où le permis a été fait? Alors, ce n'est pas uniquement de la fraude. Je ne mettrai pas l'accent sur de la fraude. Ce n'est pas de la fraude. C'est les accords diplomatiques qui n'ont pas été faits. Parce que le permis angolais est reconnu en France, le permis ivoirien est reconnu en France pour pouvoir le faire changer, alors que le permis camerounais ne l'est pas, le permis congolais ne l'est pas non plus. Certains États américains n'ont pas la reconnaissance du permis en France. Donc ce n'est pas ciblé uniquement sur l'Afrique subsaharienne. Tout dépend des accords diplomatiques qui ont été signés. Et pourquoi pensez-vous, je vous pose la question Mireille Mollet, pourquoi pensez-vous que certains États ne prennent pas la peine tout simplement de signer des accords? Il suffit d'une signature, si j'ai bien compris ce que nous explique madame. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ces accords-là pour que tout le monde soit plus... D'une signature, non, je ne dirais pas d'une signature. Pardonnez-moi, sachant que ces permis étaient acceptés avant, c'est récent, à peine une dizaine d'années, même pas. Un peu moins d'ailleurs. C'est possible, je n'étais pas encore spécialisée dans le domaine, donc je ne m'aventurerai pas. 2005 exactement, quand on arrive en 2005 avec son permis de certains pays, ce que vous avez énoncé, quand on arrive à la préfecture, on ne peut plus tout simplement l'échanger comme 2 mois avant. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On ne sait pas. Mais pourquoi est-ce que les États, vous qui êtes sur la question de la binationalité et tout ce qu'il y a autour, pourquoi n'y a-t-il pas une mobilisation autour d'une question comme celle-là? Vous entendez mobilisation? Faire en sorte qu'on puisse changer son permis si on vient d'un pays qui n'a pas signé les accords, que les accords puissent être signés. Est-ce que votre organisme peut faire du lobbying dans ce sens? On peut œuvrer dans ce sens, oui, on peut, tout à fait. Ou alors, vous êtes encore trop fâché pour la question des billets d'avion. Alors on va finir là-dessus. Non, je ne suis pas fâchée du tout sur la question des billets d'avion.
Oui, on peut faire remonter ça au niveau des institutionnalités, au niveau des représentations diplomatiques et plutôt au niveau des consulats. Bon, alors les passeports, donc 2 passeports, un passeport dans chaque poche, c'est ça la double nationalité pour vous? Non, pour moi non. Non. Pour moi, la double nationalité, c'est le trait d'union entre 2 pays. Oui, mais à un moment ou à un autre, il faudra payer un visa. À un moment ou à un autre, il faudra payer un visa. Mais moi, pour ma part, je n'ai pas de passeport. Mais je me considère Donc la double nationalité, mais il faut quand même choisir celle dont on détient le visa, en fait, le passeport en fait. Oui, parce que vous avez certains pays et de plus en plus qui demandent à choisir. Mais ils demandent à choisir, est-ce que c'est le pays en lui-même qui l'impose ou c'est les accords pays, les discussions qui l'imposent au binational. Voilà des questions qui restent ouvertes. Quelques aspects, en tout cas, on ne les a pas tous abordés sur la question de la double nationalité. Mais il y a la francophonie et la francophilie. Hein. On n'oublie pas la francophonie, la francophilie, folie. Philie. Francophilie. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Nous espérons que vous continuez la réflexion sur ces questions-là et à très vite. Au revoir.